je suis Valérie Lagarde, consultante, chef de mission dans l'évaluation des risques psychosociaux, les diagnostics de qualité de vie et conditions de travail. En effet, vous vous inscrivez aujourd'hui dans une succession de conférences qui ont commencé au début du mois de mars sur l'évaluation des risques psychosociaux d'une manière générale, mais aussi le document unique, des faits supposés de violence, la procédure de signalement. Et donc aujourd'hui, nous arrivons à la fin de cette série de webinaires qui ont été proposés, qui sont accessibles, donc je le rappelle toujours, depuis le site de Propulse. Aujourd'hui, ça revient à parler avec vous à la fois de nos références, le cabinet Propulse, notre équipe QVCT, puis nous aborderons le fait de savoir ce qu'est la qualité de vie au travail de manière concrète, qui s'éloigne de la vision exclusive des risques psychosociaux vers une vision intégrée dans une démarche globale au sein de l'entreprise. La qualité de vie et les conditions de travail est aujourd'hui au cœur des préoccupations des organisations. Et avant de vous expliquer effectivement pourquoi, en passant par une lecture du contexte, c'est peut-être vous dire que la QVCT et les conditions de travail est un terme que vous connaissez probablement depuis longtemps, c'est-à-dire que vous avez connu la QVT, et par l'avènement de l'accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 et de la loi du 2 août 2021, il y a ce petit C qui vient parler des conditions de travail dont nous allons amplement parler aujourd'hui dans le cadre de cette conférence. Et en effet, face à la mondialisation, à la révolution digitale des entreprises, nous sommes tous confrontés en fait à une complexification croissante de l'environnement, marquée par une imprévisibilité accrue des incertitudes et une accélération constante. Ces changements, eh bien, on le sait maintenant scientifiquement, ont des répercussions majeures sur la santé des organisations et de leurs collaborateurs. Et pour relever ces défis, eh bien, il est indispensable que les organisations et les femmes et les hommes qui les composent adoptent des stratégies adaptatives. Et c'est dans ce contexte que la recherche d'un équilibre entre bien-être et performance est donc devenue une priorité, sous-tendue par des évolutions juridiques et sociales que nous allons aborder. Cette conférence propose donc une introduction claire de la QVCT en explorant les bases, son cadre juridique et puis ses 6 piliers. Alors, rapidement, je vais vous présenter d'abord le cabinet Propulse qui intervient en conseil et management et en organisation de par son expérience en conseil et formation depuis à peu près 35 ans. Nous sommes situés à Rochefort-sur-Loire, dans l'ouest de la France, et le grand périmètre d'action dans le conseil et la formation couvre le management, l'organisation, la santé et la sécurité au travail, la prévention des risques psychosociaux, la QVCT et la RSE. Nous disposons de différentes habilitations, des enregistrements, référencements, puisqu'aujourd'hui nous sommes enregistrés par le ministère du Travail et de l'Emploi sur le sujet du management des risques et des risques psychosociaux. Nous sommes également habilités par l'INRS dans le dispositif national où s'initie à la prévention des risques psychosociaux des formations diverses et variées. Et nous faisons partie de quelques cabinets en France qui sont référencés par l'assurance maladie et plus particulièrement par la CARSAT des Pays de Loire en qualité de consultant en prévention des risques psychosociaux. Volontairement, nous relions RPS, QVCT et RSE, ainsi que toutes ces habilitations et enregistrements qui font référence, parce qu'elles garantissent un cadre réglementaire législatif à ces démarches, et surtout déontologique, notamment la confidentialité, la méthodologie et l'impartialité dans nos approches. En effet, la méthode nécessaire à ces démarches est extrêmement rigoureuse pour impliquer l'ensemble des partenaires et salariés dans l'entreprise et fondamentale à la réussite de ce type de démarche. L'équipe Propulse sur la qualité de vie des conditions de travail est une équipe pluridisciplinaire, car pour réussir les démarches de ce type-là, il faut diverses compétences et nous conseillons d'ailleurs aux entreprises que nous accompagnons d'impliquer plusieurs compétences. Ici, nous sommes des psychologues, des sociologues, des ingénieurs en gestion des risques, des consultants en management organisation, mais il est aussi nécessaire d'impliquer les médecins du travail dans les démarches, des services de santé avec lesquels nous sommes partenaires aujourd'hui, les ressources humaines, évidemment, les managers, les salariés, les représentants du personnel et les représentants de la direction quand il s'agit d'une démarche interne. Et en tout cas, dans notre démarche, nous associons tous ces acteurs.
Il n'existe pas d'experts en QVCT, qu'une complémentarité de ces spécialités, une somme d'acteurs qui feront que la démarche sera une réussite. Aujourd'hui, l'objectif est donc de définir le sujet de manière macro en matière de QVCT. En effet, de manière juridique et réglementaire, il a été ajouté ce petit C dont je vous parlais dans QVCT, avec la notion de qualité de vie au travail qui était dans la réglementation et qui était dans le cadre des NAO, à venir confirmer que les conditions de travail étaient quelque chose d'important, et ça s'est confirmé par l'accord national interprofessionnel. Ce petit C, à lui seul, vient révolutionner un peu le sujet et vient le compléter pour remettre le travail au centre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années avec la QVT? Et probablement certains d'entre vous l'ont vécu. On a pensé de manière un peu raccourcie la qualité de vie au travail, avec le confort des locaux, le fait qu'on puisse proposer des salles de pause au personnel de manière confortable, mais aussi une manière de se distraire par des jeux ludiques de baby-foot, table de ping-pong ou autres. On fait du mieux qu'on peut pour être psychiquement et physiquement équilibré, qui se traduit par des canapés dans les entreprises, qui sont des propositions tout à fait louables, mais elles ne suffisent pas à l'amélioration des conditions de travail. Moi, j'aime bien rappeler que si vous essayez de vous projeter dans le fait que vous êtes en situation de mal-être au travail, ou de questions, de préoccupations, de lourdeur, qu'il y a des dysfonctionnements récurrents, ce qu'on appelle des irritants, qui viennent polluer un petit peu votre quotidien, vous pourrez avoir toutes les belles plantes du monde dans votre bureau, une salle du personnel agréable et un baby-foot. En fait, ça ne va pas résoudre la question de fond. Nous allons donc aujourd'hui définir les objectifs de la qualité de vie au travail et des conditions de travail, et c'est peut-être la seule chose que je vous invite à retenir de ce monologue-là de 30 minutes dans un premier temps, c'est que l'objectif de la QVCT, c'est de préserver, voire d'améliorer la santé mentale, la santé physique, la santé sociale des salariés d'une entreprise, d'une organisation, d'une structure, tout en conciliant la performance globale. Et l'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de performance sans salariés et il n'y a pas de salariés sans entreprise. La question est de savoir comment augmenter ou maintenir la productivité ou la croissance financière tout en conciliant l'amélioration et le bien-être des individus qui composent ces structures. S'il n'y a pas d'individu, il n'y a pas de structure. S'il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'individu. Le terme QVCT va donc désigner cette démarche collective que peut mener une entreprise ou une administration publique et qui va répondre finalement aux finalités qui sont une ambition conjointe, un périmètre d'action qui couvre 6 thématiques qu'on va présenter tout à l'heure. Le terme QVCT va donc désigner cette démarche et cette ambition conjointe à l'endroit d'améliorer ce que je disais tout à l'heure, le social, et va tourner autour des 6 grandes thématiques et vont être en lien avec les conditions de travail, les relations de travail, avec l'organisation de travail, la santé et avec la sécurité du travail. Les éléments de méthode seront alors incontournables parce qu'il va falloir un point de départ à votre démarche en étant convaincu qu'il n'y aura jamais de ligne d'arrivée. La démarche de qualité de vie et des conditions de travail ne s'arrête pas, elle se vit. S'inscrivant dans des systèmes d'amélioration continue, on pourra dire au sujet de la QVCT à un moment qu'on ne va pas forcément loin, mais qu'on améliore petit à petit, pas à pas, l'organisation. L'objectif de la QVCT, c'est donc de construire progressivement une organisation du travail qui est favorable à la fois à la santé des personnes, santé mentale, santé physique, je le répète, et santé sociale, et à la performance globale des entreprises. Pour y parvenir, eh bien, la démarche de QVCT initiée doit pouvoir répondre à plusieurs objectifs, ou du moins tendre à plusieurs objectifs, améliorer les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail, tout en donnant bien évidemment à chacun et chacune la possibilité de s'exprimer. Et puis, agir sur son travail par des plans d'action. On le verra sur la partie diagnostic tout à l'heure, en début d'après-midi. Les plans d'action qui résultent d'une démarche QVCT doivent être écrits par les collectifs, avec les collectifs et pour les collectifs. Nous avons l'habitude de dire chez Propulse
que les meilleurs plans d'action les plus efficients sont ceux qui sont pensés par le terrain, pour le terrain, à travers le terrain. C'est le terrain qui commande la manière dont on doit travailler. L'entreprise, son rôle, c'est de poser le cadre et les objectifs, mais la manière d'y arriver, ça va être la force du collectif qui va avoir et organiser la meilleure réponse. Il doit y avoir évidemment des décisions prises à l'endroit de la direction et de la gouvernance, mais si c'est en décalage avec ce qui se passe sur le terrain, alors on sera complètement à côté de la plaque, et excusez-moi de cette trivialité, mais on sera à côté de la réalité du terrain et du coup, vous aurez du mal à répondre à vos objectifs. Il s'agit donc de mieux apprendre à mieux fonctionner ensemble, les collaborateurs, les managers, les équipes, les collectifs, la direction, de manière à supprimer les écarts de perception entre les différentes strates. Il s'agit de permettre à chacun de participer aux évolutions de l'organisation, de manière à améliorer le travail tout de suite et de manière aussi à améliorer le travail de demain. Donc, c'est un modèle de développement soutenable du travail pour les salariés, dans le sens où leur force doit pouvoir supporter l'exigence du travail, mais aussi la soutenabilité au regard de la capacité de la force de l'homme et aussi de l'environnement global à encaisser cette croissance. Et on peut aussi parler de l'environnement plus global au niveau écologique. Alors, pour travailler à cette soutenabilité, nous avons, je vous l'ai dit tout à l'heure, 6 sujets autour desquels il va falloir travailler avec un préalable à tout ça, c'est-à-dire un état des lieux. Cet état des lieux, eh bien, il permet de savoir comment est-ce que notre entreprise, comment est-ce que votre entreprise, votre administration, votre association, votre organisation se situe et maîtrise les différentes caractéristiques autour de ces 6 thématiques que vous voyez là à l'écran, c'est-à-dire l'organisation du contenu, la réalisation du travail autour des projets d'entreprise, le management autour de l'égalité au travail, le dialogue professionnel et le dialogue social, la compétence et les parcours professionnels, la santé au travail et la prévention. Finalement, ce sont vos 6 sujets à travailler. L'une des 6 thématiques, c'est évidemment l'organisation du contenu, de la réalisation du travail, qui doit permettre de répondre principalement à 2 objectifs. Faire un travail de qualité, dans de bonnes conditions. Comment est-ce que je vais permettre à chaque travailleur, à chaque acteur de l'entreprise, dans des conditions matérielles, temporelles, physiques, d'avoir une capacité d'évolution dans le travail et de pouvoir faire un travail de qualité sans dégrader le sens. Par ailleurs, l'entreprise doit pouvoir également mettre en place une organisation du travail qui facilite l'activité, qui donne de la latitude, qui donne du pouvoir d'agir aux différents travailleurs de l'entreprise, tout en garantissant un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. On le sait sur le sujet, et de plus en plus pour les salariés, et ce depuis le Covid, que l'avancée de l'intelligence artificielle, par exemple, et des nouveaux modes d'organisation de travail à travers le télétravail ou le work office, propose des nouvelles préoccupations, car ces nouvelles expériences permettent de percevoir que l'on peut travailler autrement et que ça marche. C'est ce qui amène à ne plus pouvoir négliger l'organisation du temps de travail, des horaires de travail, des quantités de travail et des moyens de travail adaptés, des environnements adaptés à l'endroit des nuisances ou des conditions de travail qui concernent l'équipement qu'on utilise au quotidien ou même la clarté des objectifs. Tout ça rentre dans la question de l'organisation de travail. Concernant la clarté des objectifs, sur ce dernier point, et sans donner donc les grandes définitions de ce qu'est la clarté des objectifs, SMART par exemple, eh bien, il s'agit de se poser la question comment est-ce que les objectifs et les critères d'évaluation sont définis et surtout, quand est-ce qu'ils sont atteignables. Nous pouvons voir comment, rien que sur la notion d'objectif, il y a tout un travail qui consiste à évaluer, réfléchir sur la notion d'objectif, de clarté, s'ils sont connus, appliqués par les salariés, et de manière à fixer des objectifs que l'on peut considérer ensemble, partager avec les salariés, en les associant à la réflexion.
Nous pourrions énumérer un tas de questions concernant l'appréhension du changement également, car nous sommes bien placés en cabinet pour voir que trop de projets d'accompagnement ne fédèrent pas l'ensemble des salariés. D'ailleurs, nous savons scientifiquement, et ce depuis les années 60, le chiffre ne change pas, que 70% des plans d'action, 70% des conduites de projets, en fait, n'aboutissent pas. Ça veut dire qu'il n'y a que 30% quand même des projets qui aboutissent. Donc ça vaut le coup de réfléchir sur l'organisation et le contenu du travail. La deuxième thématique, c'est sur la qualité liée au travail, qui doit avoir pour objectif de donner l'opportunité de chaque salarié de trouver du sens à son travail en lien avec le projet et en lien avec la stratégie. On parlera souvent de gouvernance, on parlera de stratégie globale de l'entreprise. On sait qu'une démarche RPS ou QVCT n'a pas pour objectif de modifier la gouvernance de l'entreprise, mais si on veut améliorer le bien-être de la performance, il est alors nécessaire que les salariés comprennent que les stratégies d'entreprise soient alignées, aient un sens avec la réalité du terrain. Il s'agit de donner les moyens à un salarié de mener son activité de façon efficace, efficiente et satisfaisante avec l'outil pour mener son activité comme il l'entend, avec les marges de latitude qui sont satisfaisantes, sans frustrer l'individu et tout en remplissant les objectifs de l'entreprise. Veiller à la qualité de l'information, mais aussi de la communication, de la démarche, QVCT si on s'y emploie. C'est assez simple de communiquer au début, mais au milieu, la communication et aussi à la fin de la démarche est plus difficile. Et donc, on essaye vraiment de tenir les salariés informés de l'évolution de la conception du contenu du travail, de la manière dont on va le manager et de voir comment on peut continuer à se parler ensemble de manière efficace du travail, avec le soutien du management. La troisième thématique de votre démarche QVCT va tourner autour de l'égalité du travail. Cette thématique est plus que d'actualité aujourd'hui car on n'a jamais parlé autant de déséquilibre entre les différentes catégories sociales ou catégories socio-professionnelles et les différentes caractéristiques individuelles. On n'a jamais autant parlé de violence au travail, on n'a jamais autant parlé de discrimination, que ce soit dans les populations, que ce soit au travail. Ce ne sont pas des sujets d'actualité seulement, ce ne sont pas que des effets de mode, c'est une réalité de terrain. Chez Propulse, on est aussi interpellé parfois dans des auditions dans le cadre de violences internes à l'entreprise et nous voyons bien des sollicitations de plus en plus nombreuses sur le sujet des violences internes et de la discrimination, entre autres. Quel objectif doit remplir cette thématique? Il s'agit d'assurer un accès égal à la qualité de vie au travail, aux conditions de travail pour tous et pour toutes. Comment on s'assure que chacun a les mêmes droits, que chacun a les mêmes attendus et que chacun ira dans la même direction? À cela s'ajoute la question de savoir comment résoudre toutes les inégalités en lien avec les conditions de travail et les conditions d'emploi, c'est-à-dire donner accès au poste, à l'emploi et à la stratégie, quelles que soient les caractéristiques individuelles ou socio-professionnelles, le genre, l'âge, les métiers, l'ancienneté, les diplômes et spécifiquement certaines situations particulières à l'endroit de difficultés ou de handicap physique, mental, de difficultés qui peuvent être aussi d'origine sociale. Autrement dit, est-ce que je vais chercher à résoudre ces différentes inégalités à l'endroit de l'activité, la mise en place d'indicateurs, la mise en place de méthodes, de processus qui permettent d'inclure les situations particulières, souvent connues, liées à la grossesse potentiellement, aux maladies chroniques, potentiellement au handicap, mais aussi à des situations de monoparentalité par exemple, ou des situations d'aidants, qui est vraiment une situation de plus en plus commune aujourd'hui quand on a des parents ou des enfants malades et que nous sommes un membre de la famille qui décide d'aider un proche. Enfin, comment est-ce que je vais prendre en compte des situations à l'endroit de violence au travail qui créent des atteintes aux droits des personnes, veiller à l'équité des pratiques RH dans les processus d'embauche, mais aussi à la fondation des solutions professionnelles, ou même des avantages sociaux qui revient à s'assurer de pratiques homogènes au sein de l'entreprise.
Plus l'entreprise va être de grande taille et plus ça va être important de s'assurer que d'un établissement à l'autre, d'une région à l'autre, on va avoir des pratiques qui vont être équitables et prévenir les égalités en matière de conditions de travail à l'endroit des hommes et des femmes, des jeunes et des seniors, à l'endroit des différents services, des différents métiers qui composent votre entreprise. Le dialogue social et professionnel, lui, permet de faciliter les possibilités de parler au travail, aux différents niveaux de l'entreprise, les managers, les partenaires sociaux, la direction, les équipes. Il s'agit de permettre à chacun de se développer au travail et d'envisager son avenir professionnel. On le sait dans la littérature scientifique et dans toutes les études qui sont faites, on n'a jamais été autant mobile, réactif, agile. Et donc, il est important d'accompagner les salariés à pouvoir se poser au travail et pouvoir fidéliser les salariés à l'endroit potentiellement de vos entreprises et puis ouvrir à d'autres parcours si ça fait partie de votre raison d'être. La montée en compétences et l'évolution professionnelle des collaborateurs, c'est l'idée de créer un environnement de travail qui ne se limite pas seulement à l'exécution des tâches quotidiennes, mais qui offre également des opportunités d'apprentissage, de progression, d'accomplissement. Pourquoi est-ce important? La valorisation des compétences, les collaborateurs doivent pouvoir acquérir de nouvelles compétences, que ce soit via la formation, le mentorat ou même le partage d'expériences. L'évolution de carrière, un salarié doit pouvoir voir des perspectives s'il le souhaite et voir sa motivation plutôt soutenue et son engagement dans le travail valorisé. Les adaptations au changement doivent permettre de soutenir les transformations des métiers, des organisations. Il est essentiel d'accompagner et d'anticiper les évolutions dans l'environnement prospectif que vous pouvez observer. Des actions possibles pour favoriser ce développement, mettre en place des plans de formation, des développements de compétences, encourager la mobilité interne, l'évolution des parcours professionnels, permettre un dialogue régulier entre les salariés et le management sur leurs aspirations professionnelles et bien d'autres choses. En résumé, cet objectif vise à faire du travail un levier d'épanouissement professionnel et personnel en donnant aux collaborateurs les moyens d'agir sur leur avenir. En ce qui concerne la santé au travail et la prévention de manière à progresser en prévention primaire des risques professionnels à tous les postes de l'entreprise, la question est donc de savoir comment est-ce que j'interdis les risques qui pourraient être générés par mon entreprise ou qui seraient extérieurs à mon entreprise, de rentrer au sein de l'entreprise parce qu'ils ne sont pas nécessairement à mon activité. Comment s'assurer que l'organisation et le management favorisent la santé au travail et le développement des personnes, améliorer le bien-être, améliorer la santé, c'est ambitieux, mais à minima ne pas la détériorer, c'est déjà un premier pas. On sait aujourd'hui que la santé est primordiale pour pouvoir produire et pour pouvoir adhérer et mobiliser la motivation suffisante pour atteindre des objectifs. Et donc, cette thématique est très importante à travailler également. Alors, excusez-moi, j'ai un petit souci technique. Voilà. Notre dernier point, une fois que j'ai parlé de ces 6 piliers importants de la QVCT, c'est notre vision et un peu de décryptage du lien que nous faisons entre les RPS, la QVCT et la RSE, qui, je ne vous le cache pas, et je comprendrais que vous ne le trouviez pas évident, parce que nous avons nous-mêmes cherché longtemps. Qu'est-ce qu'on a observé globalement dans les 15 dernières années, même au niveau des cabinets ou des recherches? Quand on fait des recherches sur la QVCT, on ne parle pas tellement de la RSE ou des RPS. Quand on travaille sur les RPS, même en tant que cabinet, on ne travaille pas forcément sur la QVCT ou la RSE. Ce mouvement commence à se libérer, mais je pense qu'il aura fallu
un temps d'intégration de toutes ces notions et de maturité par rapport à ces notions. Et donc là, nous souhaitons vous en livrer une clé de lecture qui vous permette aussi de choisir votre démarche et de choisir le scope de votre démarche. Concrètement, ces sujets souvent sont cloisonnés et souvent sont présentés comme des sujets qui sont différents, je vous le disais. Or, la prévention des risques psychosociaux, en fait, même si elle est à la base de tout, parce qu'elle l'est, je vais essayer d'être claire dans la démonstration pour que vous en preniez conscience, c'est ni plus ni moins, en fait, une contrainte réglementaire parce que on doit évaluer les risques psychosociaux dans une entreprise, alors que la QVCT va se traduire par une ambition de changer la culture de l'entreprise pour assurer la bonne santé physique, mentale et sociale par les salariés eux-mêmes. La RSE, elle, qui concerne les plus grosses entreprises en général, a une dimension environnementale supplémentaire qui n'est pas abordée ni en RPS ni en QVCT. Pour nous, la QVCT, les RPS et la RSE répondent quand même aux mêmes objectifs: améliorer le bien-être des salariés et garantir la performance globale de l'entreprise, performance à l'endroit de la croissance financière soutenable, on en a parlé tout à l'heure, à l'endroit du respect et des droits et de l'amélioration du social dans les entreprises, à l'endroit de l'environnement pour ne pas dégrader, voire contribuer à l'amélioration des sujets environnementaux, qui soient micro ou macro, avec des démarches qui, pour nous, s'imbriquent les unes avec les autres, avec des méthodologies qui vont être globalement très proches, voire quasiment identiques. C'est-à-dire qu'on va avoir un socle méthodologique qui va nous permettre en fait de partir de l'évaluation des risques psychosociaux, et puis en fonction de la démarche que vous allez choisir, eh bien vous allez pouvoir clipser comme un peu des méthodes optionnelles, en fait, des méthodes qui correspondent au diagnostic QVCT ou au RSE. Alors en effet, les risques psychosociaux, finalement, on peut se dire, sont deux des 6 thématiques de la qualité de vie au travail. Ça couvre finalement la santé au travail et la prévention, et puis tout ce qui est autour de l'organisation et du contenu du travail. Donc les RPS, pour faire clair et simple, répond à ces 2 thématiques: santé au travail et prévention, et organisation, contenu et réalisation du travail. Alors vous allez me dire, la QVCT, c'est quoi le lien avec les RPS? Eh bien, tous les piliers de la QVCT sont des thématiques de la dimension sociale de la RSE, qui comprend d'autres dimensions, notamment environnementales, mais en tout cas, toute la dimension sociale de la RSE est comprise dans la QVCT. Donc vous voyez, pour nous, c'est un peu des poupées gigognes qui s'emboîtent, et donc vous pourriez vous dire, ok, et souvent les partenaires ou les entreprises avec lesquelles nous travaillons nous demandent, Jérôme, Valérie, Clélia, mais finalement, qu'est-ce que je fais moi? Est-ce que je fais une démarche RPS, QVCT, RSE? Et avec un grand sourire, on peut répondre, vous pouvez faire les 3, ça va dépendre de quel message vous souhaitez diffuser dans l'entreprise. Ça va dépendre des ressources que vous avez à déployer. Est-ce que vous avez besoin de plans d'action qui soient en lien avec l'environnement ou pas? En fait, ça va dépendre de la stratégie du moment ou de la stratégie à venir, ou même de la vision que vous avez. Et donc, c'est important de pouvoir se poser la question de quelle démarche vous avez besoin, ou en tout cas laquelle souhaitez-vous enclencher dans votre entreprise au regard des enjeux, de la réalité des contraintes du moment et de la stratégie à tenir, y compris au niveau du dialogue social.
Pour finir, en QVCT, l'une des premières choses à faire, donc, si vous souhaitez demain initier une démarche qualité et conditions de travail, c'est un état des lieux. On vous parlera de mettre les partenaires sociaux, les acteurs de l'entreprise autour de la table pour définir les engagements, la stratégie et la direction dans laquelle on veut allouer pour orienter la politique et la communication qu'on va faire autour de la démarche. En parallèle, le premier outil de la démarche sera l'état des lieux pour savoir comment est-ce que mon entreprise est structurée dans ses compétences, que sont l'égalité professionnelle, le management, la santé au travail, le climat, le parcours professionnel et les relations professionnelles. En d'autres termes, quelles sont les thématiques susceptibles de dysfonctionner et donc de générer des situations délétères pour les individus et les collectifs? Ou encore, sur quel sujet mon entreprise est-elle performante au sens global et va générer du bien-être et une amélioration, tout du moins, de la santé mentale, physique et sociale et la performance globale de l'entreprise. La première chose pour le savoir, c'est donc d'initier ce diagnostic. La démarche QVCT commence par ce diagnostic qui doit mesurer de manière précise et détaillée les impacts de votre organisation sur le bien-être des salariés et sur la performance globale. Cela permet d'élaborer des plans d'action concrets pour toute l'entreprise avec des objectifs hiérarchisés en fonction du contexte et de la priorité qui se dégage de ce diagnostic pour les différents services, les différents métiers, mais aussi de manière transversale pour votre entreprise. Et donc, nous visons à travers ces plans la réduction, voire la suppression de l'impact des sujets qui ont été évoqués dans le cadre de la QVCT, et il s'agit par ailleurs de mettre sous contrôle ce qui est bien maîtrisé dans l'entreprise et ce qui est protecteur pour les entreprises. Voilà, nous en avons terminé pour ce qui est de l'exposé, on va dire théorique et méthodologique de la démarche. Je vais arrêter le partage peut-être pour que ce soit plus confortable pour vous. Ceci dit, je vous invite à scanner effectivement le QR code pour vous rendre sur nos outils de communication, site internet et avoir accès au moins à cette visioconférence qui est filmée et qui sera donc retravaillée de manière à ce que vos noms n'apparaissent pas évidemment, mais qui sera du coup diffusée publiquement, de sorte que nos partenaires, nos clients et toutes les personnes intéressées puissent avoir accès à ce webinaire. En attendant que chacun prenne le temps de scanner, on va commencer à prendre les questions, puis une fois que j'aurai eu les questions, je vais prendre soin de peut-être enlever le partage pour que vous me voyez mieux, et tout en répondant à ces questions. Laetitia, est-ce que des questions sont apparues? Il y a Charles qui pose la question, le diagnostic QVCT est fait par quels moyens? Ok. Alors, ça dépend à qui vous vous adressez, hein, voilà. En tout cas, ce que je peux conseiller, maintenant, il n'y a plus de secret pour personne. Le diagnostic, il est issu de ce qu'on appelle le rapport Golac. Michel Golac, c'est un monsieur qui a été diligenté par Xavier Bertrand, à l'époque ministre de la Santé, à l'époque des affaires de France Télécom, et qui a fait tout un travail de recherche avec des cohortes entières de psychologues, d'acteurs de la santé multiples et variés, de médecins, dans les entreprises, sur quand même une bonne dizaine d'années. Donc aujourd'hui, c'est notre référence en France, hein. Et donc, moi, je conseille de regarder que le diagnostic fasse bien apparaître des questions, donc c'est par le biais d'un questionnaire le plus souvent, en tout cas je vous le conseille, pour cibler et ne pas se tromper de questionnement. C'est-à-dire que parfois on peut se dire, y compris, et donc il n'y a rien qui vous l'empêche, vous pouvez faire une démarche QVCT par vous-même à l'interne, mais alors assurez-vous de poser les questions et les bonnes questions sur les facteurs organisationnels
qui ont été posées par Michel Golac. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui a observé avec des dizaines de cohortes de psychologues, comme je vous le disais, en fait les entreprises, qui est allé dans les entreprises, qui a observé les organisations et aussi les impacts de cette organisation sur les individus et les collectifs. Et c'est comme ça que le questionnaire Golac a été construit et aujourd'hui il fait référence. Et donc, qu'est-ce que permet ce questionnaire? Il permet de repérer les thématiques sur lesquelles l'organisation a des impacts. Donc, est-ce que c'est sur les relations professionnelles? Est-ce que c'est sur le rythme et les contraintes de travail, donc le contenu du travail? Est-ce que c'est sur la prévention de la santé? En fait, vous allez avoir un certain nombre de questions, donc il y en a au moins une quarantaine à chaque fois, et donc ça va permettre de faire le tour des questions. Si je parle de la manière dont on va faire un diagnostic avec Propulse, nous, on y ajoute d'autres choses, c'est-à-dire que nous allons travailler avec une méthode scientifique statistique qui permet de mesurer la fréquence et la gravité de l'impact, c'est-à-dire que on pourrait imaginer que, par exemple, les rythmes et les contraintes de travail impactent mon quotidien. J'ai beaucoup de charges, il y a beaucoup d'interruptions dans mon travail, j'ai des aléas avec des délais qui sont très courts, très très souvent. Ça, c'est ce que je vous déclare. On peut observer effectivement la situation et confirmer que ce que je vous déclare est vrai. Ça ne va rien dire de la fréquence et de la gravité. Ce sont deux points qui sont très importants parce que je peux avoir des interruptions fréquentes dans mon travail, mais finalement s'apercevoir qu'il n'y a pas de gravité en termes d'impact. Il y a certains métiers où la fréquence d'interruption est inhérente à l'activité et où les profils qui s'orientent vers ces métiers font qu'ils encaissent parfaitement effectivement cette fréquence d'interruption du travail. A contrario, pour X raisons, il y a une transformation dans votre entreprise et c'était pas du tout habituel, mais finalement, il y a un type d'organisation qui génère de l'interruption fréquente. Alors le profil peut-être n'est pas habitué à cette modalité de travail, votre organisation n'est pas faite pour ça, et alors là peut-être qu'il y a non seulement l'identification d'une fréquence sur ce facteur, mais aussi on va mesurer clairement la gravité. Donc le diagnostic, à minima un questionnaire sur les facteurs de risque, pour bien clarifier le propos. Et de manière complémentaire, les uns et les autres, nous avons des outils complémentaires. Pour celui de Propulse, ce sera la mesure de la fréquence et de la gravité qui permet vraiment de hiérarchiser du coup les facteurs qui sont les plus impactants dans votre entreprise et du coup de vous aider à vous orienter, d'orienter votre énergie et aussi vos ressources sur la réduction des bons facteurs. Parce que souvent, on peut essayer de vouloir embrasser toutes les thématiques et toutes les problématiques, mais du coup, ça provoque un peu de dispersion. Voilà. J'espère avoir répondu. Charles, si je peux avoir un retour de votre part, ce serait sympathique. Et puis, si c'est pas complet et que vous voulez poser une question, déverrouillez votre micro, hein, il n'y a pas de problème. Ok. Moi, de mon côté, j'ai pas d'autres questions. D'accord. Ça veut dire que le propos a été suffisamment clair? C'est peut-être bien d'avoir un retour là-dessus. Ouais, merci. Cela répond à ma question. Je suis côté C2SCT. Ok. Est-ce que par ailleurs le propos était clair? En tout cas, j'ai un bon indicateur, c'est que tout le monde est resté connecté. Oui, ok. Eh bien, écoutez, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez retrouver cette visioconférence donc sur notre site. En tout cas, je vous remercie de votre disponibilité
Et puis, eh bien, écoutez, ce sera avec plaisir qu'on puisse répondre à d'autres questions. Et puis, ben, je vous souhaite une excellente continuation avec la qualité de vie et les conditions de travail nécessaires dans votre parcours. Au plaisir. Au revoir.